Aujourd'hui, j'ajoute un affichage LCD à mon petit projet de puissance mètre RF. Et il y a plus aussi. Bidouilleurs, salut! Dans ma première vidéo, j'ai fait la démonstration de base des plaquettes de détecteurs RF AD8310 et AD8318 lorsqu'échantillonnées par un STM32 Mini. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande fortement de la visionner avant cette vidéo-ci. Je fournis un lien dans la description ci-dessous. Maintenant, dans cette vidéo-ci, je vais ajouter l'affichage LCD, bien sûr, et je vais par la suite faire des mesures et améliorer l'exactitude des lectures. On y va. Maintenant, j'ai ajouté l'affichage LCD rétroéclairé. J'ai utilisé deux connexions sur le STM32, soit le signal STA et SCL. Donc, deux fils, tout simplement, pour contrôler l'affichage, plus bien sûr, plus 5 et la masse, l'alimentation. Okay. Alors, c'est quand même relativement simple comparé à ce qu'on avait à faire il n'y a pas si longtemps. Pour interfacer, il y avait au moins 7 ou 8 signaux différents à connecter. Mais grâce à cette petite plaquette, bien tiens, deux signaux, plus les alimentations. En I2C, bien sûr, les signaux. Alors, je vous montrais le code tantôt, comment supporter l'affichage. Mais maintenant, je vous montre que j'injecte un signal présentement à moins 55 dBm dans l'entrée numéro 1. Et vous le voyez ici que c'est bien indiqué. C'est un signal à 40 MHz. En bas de 100 MHz, ça répond très très bien, il n'y a pas de problème. Et je vais transférer maintenant dans la deuxième entrée. Vous voyez, j'ai écrit input, point d'interrogation, lorsque le signal est trop faible. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de signal qui entre dans l'entrée 2. Et si je me branche maintenant sur l'entrée 2, bien, vous avez moins 55 sur l'entrée 2. L'entrée 1 maintenant indique qu'il n'y a rien. Alors ça fonctionne très très bien. C'est quand même très simple avec cet affichage-là. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai ajouté comme instruction et ligne de code pour supporter l'affichage en communication I2C. Alors, bien sûr, ça nécessite la librairie Wire, donc je l'inclus. Et j'ai mis une note ici disant sur quelle broche se connecter sur la plaquette STM32 Mini. Et il y a cette librairie Liquid Crystal PCF 8574 qui est disponible ici dans Include Library, Manage Libraries, et bien, vous allez trouver la librairie en question, et elle s'appelle Liquid Crystal PCF 8574. Et on l'ajoute tout simplement. En cliquant dessus, on fera Install et ça sera fait. C'est pas celle-ci, là, c'en est une autre. Là. Et à partir de ce moment-là, il y a un exemple qui est ajouté. Dans la section exemple, ici Examples, vous trouverez Liquid Crystal PCF 8574 et il y a un exemple. Alors, c'est comme ça que j'ai appris comment parler à la puce là, PCF 8574 qui est sur la plaquette à l'arrière de l'affichage. Alors, avec cette librairie-là, c'est relativement facile. J'ai défini l'adresse, c'est 27 pour cette plaquette. C'est toujours 27, l'adresse I2C. Et je vais me servir de ce mot-là plutôt que 27 plus tard ailleurs. Et on tape cette ligne ici. Avant même de faire la fonction de setup, on tape cette ligne et on spécifie l'adresse de notre LCD. Et donc, à partir de ce moment-là, bien, on peut commencer avec Wire. Donc, on fait Begin avec la librairie Wire. Et par la suite, toutes les commandes envoyées à l'affichage LCD seront faites avec la fonction LCD, point, et des instructions comme Begin. Alors ici, c'est un affichage de 16 colonnes et 2 lignes. Alors on ouvre l'affichage, la communication si vous voulez, et on spécifie l'affichage comme étant 16 colonnes, 2 lignes. On met le rétroéclairage au maximum à 255. On efface l'écran et on amène le curseur en position 1. Donc première ligne, première colonne. Ça, c'est la position 0, 0 en passant. Alors ça, c'est colonne et ligne. Par la suite, j'affiche en permanence l'information qui ne se fait pas changer. Je l'affiche juste une fois pour sauver du temps dans la routine, plus tard dans la boucle, dans la fonction qui boucle. Alors j'affiche 1 et 2 et j'affiche les mots dBm et dBm sur les deux lignes.
Et là, par la suite, on tombe simplement dans la boucle qui tourne. Et là, je fais la lecture comme avant, la même chose. Sauf qu'à la différence que plutôt qu'utiliser le port série, eh bien, j'affiche la puissance. Par contre, si elle est plus petite que moins 70, eh bien, j'écris input, point d'interrogation, comme vous avez vu précédemment. Sinon, ben, j'affiche tout simplement à la position ici marquée 3.0, la puissance de la voie 1 et la puissance de la voie 2. Je fais la même chose. Si la voie 2 c'est moins que moins 62 dBm, eh bien, j'affiche input plutôt que d'afficher la vraie puissance. Et je mets un délai de 100 millisecondes pour ralentir l'affichage. Sinon, les chiffres de dixièmes de dB bougent trop vite, on n'est pas capable de les voir. Un des défis d'utiliser une pièce comme, par exemple, le AD8318, c'est que, oui, c'est bien beau, ça fonctionne entre 1 et 8000 MHz, mais les caractéristiques, donc la réponse, puissance versus tension de sortie, la ligne droite qu'on vous a montrée, ben, ça varie en fonction de la fréquence. Alors, c'est un défi assez important quand même. Regardez, à 1,9 GHz, on nous dit que la pente est de moins 24,4 et l'intercept, donc l'offset, est de 20,4 dBm. Moins 24,4, 20,4. Regardez, moins 24,4, ça c'est bon, ça n'a pas bougé à 2,2 GHz. Mais regardez, 19,6, on était à 20,4. Il y a déjà un changement de 0,8 décibels. Donc, forcément, il faut qu'il y ait une compensation de 0,8 décibels si on veut arriver à la même précision qu'à 1,9 GHz. Et ça va en changeant beaucoup à 3,6 GHz. Si on regarde la pente, moins 24,3 de pente et l'intercept 19,8. Bon, mais regardez maintenant à 5,8 GHz, pente, moins 24,3, 25 d'intercept, alors qu'on avait 19,8. Ça, c'est quoi? C'est 5 décibels qu'il faudrait compenser pour avoir l'affichage exact comparativement à la fréquence précédente. Donc, c'est pour vous dire que plus on monte en fréquence avec cette pièce, plus il faudrait dire à notre code source, ben, utilise pas cette formule-ci pour faire le calcul, utilise plutôt celle-là. Donc, changer les paramètres. Donc, c'est là quand je vous dis qu'il faudrait peut-être penser, si on veut aller très très haut en fréquence, à faire un mode, un bouton poussoir qui nous permettrait de choisir la gamme d'opérations qu'on veut utiliser, la gamme de fréquences qu'on veut utiliser. Alors justement, un bon exemple de variation de la lecture en fonction de la fréquence, bien, je vais vous le montrer. J'alimente la plaquette AD8318 avec un signal à moins 50 dBm. Présentement, je suis à 10 MHz. Donc, on lit moins 51, d'accord? 51 environ. Et je vais monter la fréquence. Et vous allez voir, là, je suis rendu à 100 MHz. Toujours à moins 51, ça va bien. 500 MHz. Toujours moins 51. Parfait. 600. Déjà, ça commence à bouger un petit peu. 800, 900. 1 GHz. On est rendu à moins 50, là. Plus que moins 51. Et ici, on monte, là, 1100. 1400, 1500 MHz. Vous voyez que ça a baissé, là. Donc, on voit, là, vraiment l'influence de la fréquence. Là, je suis rendu à 1800 MHz. Vous voyez, on est rendu à moins 48. Donc, là, je vais arrêter à 2 GHz, 2000 MHz, où on est environ à quoi? Moins 48, là, moins 47, moins 48. Alors, vous voyez qu'il y aurait besoin de changer les paramètres de calcul pour maintenir l'amplitude constante. Bien, justement, en cours de route dans le projet, j'ai décidé d'ajouter un bouton et le code source pour que l'usager puisse changer les paramètres pente et décalage, le offset, via des gammes de fréquences choisies. Question d'améliorer l'exactitude. Je vous explique en quoi cela consiste et je fais par la suite des essais sur les deux voies pour voir si l'ajout des gammes améliorera la situation. Alors, le fonctionnement est plutôt simple. J'ai ajouté un bouton ici. C'est un seul bouton poussoir qui me permet de faire les changements de paramètres en fonction de la fréquence. Alors, si j'appuie rapidement, il ne se passe rien, mais si j'appuie pendant 1 seconde, je tombe dans le menu tout simplement. Et si j'appuie rapidement, ben, je change la bande d'opération de la fréquence. Et si je relâche, ben, je sors
juste au bout de 2 secondes, ça sort, ça revient dans le mode d'opération. Alors, je repèse à nouveau pendant 1 seconde. Si j'appuie pendant une autre seconde, je passe sur la bande 1 et je peux par la suite, à nouveau, changer la bande d'opération selon les différentes fréquences que j'ai définies dans mon code source. Alors, je peux choisir tout simplement la bande et je laisse aller et 2 secondes après, on retombe dans le menu, tout simplement. Alors ça, c'est la façon avec laquelle ça fonctionne. C'est simple, c'est opérationnel, ça nécessite un seul bouton, ça utilise une résistance de pull-up interne, donc pas rien d'autre que simplement un commutateur à l'extérieur. Par contre, le code source, pas mal plus compliqué parce qu'il faut vérifier tous ces états avec des délais comme vous avez pu voir. Et je vais vous montrer rapidement, mais très rapidement, parce que on peut s'y perdre. Ça m'a pris quand même quelques heures à développer le menu. C'est plutôt pénible comme code, mais je vais quand même vous montrer rapidement les différentes sections de ce que j'ai fait, là. J'ai évidemment défini un bouton poussoir là, que j'ai connecté sur la broche PA12. Et ce bouton-là, je l'ai évidemment initialisé comme en entrée, étant une entrée avec une pull-up. Okay. Alors ça a bien fonctionné pour le bouton. Ensuite, j'ai défini des gammes. Des gammes de fonctionnement pour les différents paramètres là, en fonction de la fréquence. Pour changer la pente et l'offset, donc le décalage, en fonction des différentes bandes. Et vous allez voir le fonctionnement de cela par la suite. Ça me permet de rendre l'appareil plus précis en fonction de la fréquence. Et j'ai donc 2 bandes, la bande 1 et la bande 2, les 2 plaquettes, et des paramètres séparés avec des textes qui s'affichent à l'écran que je fournis. Alors ça, ces paramètres-là sont définis dans la mémoire de code source, pas dans de la RAM, pas de la mémoire vive. C'est défini dans la mémoire flash du code source. Donc, on ne prend pas, on essaie d'éviter d'utiliser la mémoire RAM parce que c'est toujours limité la mémoire RAM dans un microcontrôleur. D'accord? J'ai défini quelques compteurs de délai, puis de délai de sortie, puis quelle voie est sélectionnée, et puis ça, c'est quelle gamme aussi est sélectionnée là-dedans. J'avais pas le choix, il fallait qu'il y ait des sélections qui soient faites. Donc, j'ai défini des variables pour cela. Et par la suite, bien, vraiment, là, c'est la partie qui lit de façon séquentielle. Est-ce que le bouton a été pesé pendant plus d'1 seconde? Oui. On rentre dans le menu. Non, on ne fait rien. Maintenant, dans le menu, est-ce que le bouton est pesé encore une fois plus d'1 seconde? Non, moins d'1 seconde. Le bouton a été pesé. Ben non, là, on change la gamme à ce moment-là et non pas la voix. Donc, c'est beaucoup de boucles qui sont imbriquées et de vérifications les unes dans les autres. Je vous épargne les détails. Ça m'a pris en effet quelques heures à le faire fonctionner comme il faut. Il fallait que je réfléchisse à la structure de base. La structure de base, c'est bien sûr, au bout de 2 secondes, si le bouton n'est pas pesé, on sort du mode des menus et on retourne dans le fonctionnement normal. Ça, c'est ma grande boucle. Et à l'intérieur, ben là, il y a d'autres boucles qui vérifient si ça fait au moins 1 seconde que le bouton est pesé ou pas. Bon, vous voyez le genre. Je vous épargne des détails, c'est trop pénible. Mais lorsque tout ça c'est terminé, j'affiche à nouveau le texte qui est permanent, qui ne changera jamais. Et on retombe dans le mode normal. Et bien sûr, maintenant, je calcule en fonction de la gamme sélectionnée et donc la pente et le décalage pour la gamme sélectionnée. Je fais ça pour le premier et je fais ça pour le deuxième. Okay? Donc, je vais lire tout simplement les valeurs que j'ai définies ici, plus haut, en fonction de la gamme et de la bande sélectionnée. OK, alors, comme premier essai de réponse en fréquence, là, des mesures, on va regarder la bande 1, donc le détecteur qui va jusqu'à 440 MHz. Là, et on va choisir la bande de 0 à 100 MHz. Parce que j'ai fourni un signal présentement de 10 MHz à moins 40 dBm. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et si je monte la fréquence, 50 MHz, on est toujours à moins 40, ça va bien. 90, on a baissé, là on est en dedans d'environ 1 décibel. 110, 120, 100, là on est à 130 MHz. Et je peux changer la bande.
entre 100 et 200. Et ce qu'on voit, on revient à moins 40. Donc, sur la bande 1, là, ça fonctionne bien. La sélection de bande, ça vaut la peine de le faire, autrement dit. Et bon, disons 220 MHz, je peux changer la bande de 200 à 300 et on revient à moins 40. Donc, la compensation se fait très bien. Et si je monte la fréquence, disons à... Bon, là, je suis à 280, disons 320 MHz, où là, on est à 2,5. Je vais aller dans la bande de 300 à 400. Et on revient à moins 40. Donc, c'est très, très bien. La courbe fournie dans la fiche technique semble correspondre assez bien hein, avec la réponse en fréquence de cette plaquette de la puce. Donc, ça fonctionne très bien. Et vous savez que c'est surtout le décalage hein, qui change. C'est pas tant la pente de la courbe. Parce que si je change l'amplitude, voyez-vous, là, je suis à moins 40, moins 30, moins 20, moins 10. Vous voyez, c'est toujours moins 9.3, moins 9, moins 40, moins 50. Là, il y a une légère déflexion. Là. On tombe à moins 61. Et bon, là, on arrive au plancher de bruit là, de la mesure. Mais vous voyez que ça se tient là, pas mal correct. Une légère déflexion peut-être par rapport au chiffre, mettons 40. Ça devrait peut-être être 30, mais c'est fait 9,7. Bon, il y a un 0.6 de différence. Ici, on descend un petit peu plus. Ça sort pas complètement là, du 1 décibel. Lorsque je fais des tranches, je fais des sauts de 10 décibels, là, ça reste quand même assez centré. Mais c'est le décalage qui est le gros facteur ici. Et question gamme dynamique maintenant. Regardons le minimum et maximum que la plaquette peut supporter. Alors, je lui fournis un signal de 100 MHz. Et on voit là que ici, le logiciel coupe à partir de moins 70. Peut-être que j'aurais dû continuer, mais je ne crois pas qu'il va bien plus loin, d'après les mesures que j'avais faites. Là. Mais on voit ici là, que sans problème, moins 70. Et je peux monter. Là, je suis à plus 8. Voyez-vous, je suis à 7.3. Donc, il commence à avoir une déflexion. 8. Ah, petit restant ici sur le logiciel. Il faudra que je m'assure d'effacer l'écran. Il y a un restant là, du mot input qui doit être éliminé. 9 plus 14, plus fourni plus 15 présentement. Alors il y a presque 1 décibel et là on voit qu'il y a de la compression. Là. Il ne réussit plus à suivre. Donc facilement jusqu'à plus 10 dBm, plus 11, il est fidèle. Et au moins jusqu'à moins 70. Là. Ça c'est à 100 MHz. Regardons maintenant la bande 2 entre 0 et 1 GHz. Alors présentement, je fournis un signal de 100 MHz à moins 40 dBm. Et bien, on lit moins 40 dBm. Alors je vais monter la fréquence. Par exemple, à 200 MHz, on est toujours à moins 40. 400 MHz, toujours à moins 40, c'est très bien. 600, moins 40. 800, moins 40. 1000 MHz, moins 40. Donc, le détecteur de la voie 2, le AD8318, fonctionne très bien jusqu'à 1 GHz. 1200. Petit, on est encore dans la norme, il n'y a pas de problème. 1400. Là, on est toujours 1 décibel d'erreur. À partir de 1600, là, on voit que ça commence à s'éloigner. Là, on est à 1,2 décibels. 1800 MHz, là on tombe à 2 décibels, on voyait jusqu'à 1,7, 1,6, 1,7, on est en dedans d'1 décibel d'erreur. Bien sûr, le câble coaxial ici, lorsque je monte la fréquence, augmente un peu ses pertes. Donc, il faut que ça rentre en ligne de compte, là. Mais c'est utilisable définitivement jusqu'à, disons, 1,8 GHz, là. En dedans de 1 décibel, on peut dire ça comme ça, là, disons. Et bien au-dessus, si on continue à monter, il faudrait que je change de bande parce que là, je suis à 2 GHz et on est rendu à 2,5. Bon, pour aller plus haut en fréquence, je vais changer de générateur de signal et on va changer de bande. Alors pour la bande 2, ça a été un peu plus compliqué car la fiche technique du AD8318 ne donne pas des courbes. Ils ne font que donner des points à 900 MHz, 2,2 GHz, 3,6, 5,8,
et ainsi de suite, et 8. Donc, c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne peut pas interpoler. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement fourni 2,2, 3,6, 5,8, 8. Et bon, j'ai mis de 0 à 1 et de 1 à 2. Si je passe à la bande de 2,2 GHz, donc centré sur 2,2, je suis toujours à 2 GHz de signal. Regardez comment c'est proche. Moins 29,4. Donc, c'est clair que le paramètre de 2,2 GHz est beaucoup plus près du 2. Donc, c'est quelque chose à savoir pour l'usager. Si je monte en fréquence, là, je suis rendu à 4 GHz. Vous voyez qu'à 4, là, on devrait peut-être choisir le paramètre de 3,6. Voilà, je suis à 4 GHz et moins 30 toujours. On indique moins 32,7,8. Donc, effectivement, il y aurait lieu de tricher un peu sur les paramètres. Mais ça nous donne quand même une certaine idée, là. Alors, si je change l'amplitude maintenant, toujours à 4 GHz, vous voyez ici, bon, il y a un offset d'environ 3, mais cet offset de 3, d'environ 3, demeure. Là, je suis rendu trop faible. Ici, l'offset est plus près de 2,7, 2,8, mais il demeure. Donc, vous voyez que je fais des sauts de 10 décibels, là, évidemment, sur le signal. Donc, la pente est bonne, mais l'offset ou le décalage, la valeur de décalage pourrait être changée dans cette bande de fréquence-là. Évidemment, ici, j'utilise un câble coaxial de très, très bonne qualité. Et je me suis servi de ma tête pour confirmer le signal, hein, pour être certain que j'étais en dedans d'un décibel ici fourni. Alors, il y a un autre facteur qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus on monte en fréquence, plus cette plaquette-ci, là, sa conception devient douteuse. Donc, il peut y avoir des réflexions, il peut y avoir des pertes. Et là, il ne faut pas juste blâmer la puce, il faut blâmer l'ensemble à ce moment-là pour les erreurs. Okay? Alors, ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, on a fait le tour du sujet. J'aurais pu passer beaucoup plus de temps sur les caractérisations, tracer des courbes de réponse en fréquence et en amplitude, mais au final, cela demeure un outil pour le bidouilleur, pas un voltmètre RF professionnel étalonné. En passant, si vous désirez mesurer des puissances plus grandes, vous pouvez ajouter un atténuateur RF en entrée, un atténuateur de puissance, et faire le calcul mental d'addition des décibels en conséquence. Vous pourriez aussi, évidemment, changer le code source pour afficher des watts plutôt que des dBm. Autre chose, il faudrait repenser comment alimenter le projet. L'idée d'utiliser une pile 9 volts et un régulateur de 5 volts pour le STM32 me semblait attrayante initialement. Ça, c'est jusqu'à ce que je me rende compte que la plaquette du AD8318 consomme à elle seule 80 mA. Donc la pile 9 volts ne durerait pas plus de quelques heures à ce rythme-là. Donc, il faudrait soit utiliser des piles plus costaudes, soit oublier les piles tout simplement et alimenter le projet avec un bloc d'alimentation murale, disons de 9 volts là, ou 10 volts. Côté boîtier, vous comprendrez que je manque de temps requis pour intégrer le tout dans un beau boîtier. Je ferai ça plus tard, mais je vais quand même vous laisser des petites idées. Je vous laisse intégrer ça vous-même et moi, je vais me concentrer sur la production de nouvelles vidéos. Alors, je me contente de vous donner des suggestions. Un boîtier comme ça, tout en plastique, ça serait bien correct. Boîtier de type Hammond. On pourrait aussi prendre un boîtier de type appareil portatif pour la main, comme ça. Celui-là est un peu gros, là, mais on en trouve des plus petits qui pourraient aussi faire très bien l'affaire. Mais moi, ce que je prendrais dans le stock que j'ai, ça serait un petit boîtier comme ça, avec les côtés amovibles, qui nous permettrait d'installer, bien sûr, les plaquettes, avec accès sur le côté, l'affichage en avant, et ça fonctionnerait très très bien comme ça avec le bouton bien sûr et une prise d'alimentation. Alors ça c'est ma suggestion. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait à ce projet. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec les mesures. Comme toujours, je fournis le code source que vous avez vu sur mon site web bidouilleur.ca et j'inclus un lien vers mon site dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez être un mécène de la chaîne Électro Bidouilleur. Votre support me permet d'améliorer le contenu de mes vidéos. Et croyez-moi,
C'est très apprécié. Voyez mon site web pour plus de détails. Donc, merci et à la prochaine!